Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. L'ingratitude la plus odieuse, mais la plus commune et la plus ancienne, est celle des enfants envers leur père, écrit Luc de Clapier. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 1er mars, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme qui croise le chemin d'un garçon orphelin et décide de l'élever comme s'il était le sien. Mais l'enfant le considérera-t-il jamais comme son père ? C'est un conte du dramaturge Heinrich von Kleinst aux airs de Commedia dell'arte et intitulé « L'enfant trouvé ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez quelques instants pour vous mettre à l'aise et laissez votre corps se relâcher de tout son poids sur le matelas. Fermez les yeux, faites en sorte de relâcher les tensions musculaires, de détendre vos épaules, de décrisper la mâchoire, de lisser votre front. Et maintenant, autorisez-vous à tourner la page de cette journée, peu importe ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Je vais vous demander à présent de penser à 3 choses qui se sont passées ces dernières 72 heures et pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance, qui vous ont fait plaisir, même un court instant, ou qui vous ont fait sourire. C'est peut-être une petite attention de quelqu'un de votre famille, un texto que vous avez reçu, le sourire d'un inconnu, votre animal de compagnie, un bon repas que vous vous êtes offert, un bain moussant. Peu importe, même si vous n'êtes pas sorti ces derniers jours ou n'avez vu personne, même si vous traversez des moments difficiles, trouvez 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la reconnaissance. Concentrez-vous sur ce sentiment de reconnaissance ou de gratitude et tentez de voir où il se situe dans votre corps. Est-ce qu'il se situe au niveau de votre cœur, de votre poitrine ? Est-ce qu'il s'agit d'une chaleur diffuse ? Qu'est-ce qui le rend agréable ? Est-ce qu'il s'étend à mesure que vous y pensez ? Est-ce qu'il calme vos émotions ? Est-ce qu'il vous détend ? Prenez quelques instants pour observer vos sensations. Portez votre attention sur votre corps et ressentez son poids contre le matelas. Et imaginez qu'il s'y enfonce un peu plus à chaque expire. Ressentez le contact de votre peau avec la couverture, avec les draps, et autorisez-vous à complètement déconnecter, à profiter
de cet instant de détente agréable. Gardez ce sentiment de reconnaissance en vous, peu importe où il se loge, et prenez une grande inspiration en suivant bien l'air qui entre par vos narines pour traverser votre corps. Puis expirez à votre rythme en relâchant toutes les tensions. À présent, prenez une respiration naturelle, calme, en sentant votre poitrine et votre ventre monter à l'inspire et redescendre à l'expire, comme un agréable massage. Vous remarquerez peut-être la petite pause apaisante qui se situe juste entre l'inspire et l'expire. Si ce n'est pas le cas, observez attentivement. Juste après l'inspire, juste avant l'expire, il y a une petite pause. Puis après l'expire, et juste avant l'inspire, une petite pause également, hors du temps. Continuez de respirer calmement à votre rythme et tentez de saisir cet instant minuscule, d'observer cette toute petite pause, ce moment de calme absolu où il ne se passe rien entre l'inspire et l'expire. Il n'y a rien que vous ayez à faire, nulle part où aller, rien à penser, rien à accomplir, pas de posture à donner, de rôle à jouer, de tâches à réaliser, absolument rien de tout ça. Laissez-vous simplement aller, basculer, bercer, dériver doucement vers une détente totale. Et observez comme c'est agréable. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Détendez votre poitrine, votre ventre, vos fesses et votre zone pelvienne. Vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, et chacun de vos doigts de pied. Prenez maintenant quelques instants pour ne rien faire d'autre que de profiter de cette sensation agréable de détente et de quiétude.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Heinrich von Kleist, l'enfant trouvé. Antonio Piacchi, riche propriétaire à Rome, était souvent obligé de faire de longs voyages pour les affaires de son commerce. Il laissait alors sa jeune femme Elvire sous la protection de ses parents. Dans l'un de ces voyages, il emmena avec lui à Raguse son fils Paolo, enfant de 11 ans, que lui avait donné sa première femme. Il se trouva que justement alors, une maladie pestilentielle régnait et répandait l'effroi tant dans la ville que dans toutes les campagnes environnantes. Piacchi, que cette nouvelle trouva déjà en voyage, s'arrêta dans le faubourg pour s'enquérir de la nature de ce mal. Là, il apprit que la contagion devenait de jour en jour plus terrible et qu'on allait, à cause de cela, fermer les portes. Son amour paternel l'emportant alors sur ses affaires, il prit des chevaux et partit pour retourner sur ses pas. Lorsqu'il fut en rase campagne, il remarqua un enfant près de sa voiture qui tendait vers lui des mains suppliantes et semblait être dans une cruelle angoisse. Lui ayant demandé ce qu'il avait, l'enfant répondit naïvement qu'il était infecté et que des archers le poursuivaient pour l'enfermer dans un hospice où son père et sa mère étaient déjà morts. Il le supplia, au nom de tous les saints, de le prendre avec lui et de ne pas le laisser reconduire dans la ville. Puis saisissant la main de Piacchi, il la serra contre ses lèvres, la couvrant de ses pleurs et de ses baisers. Dans le premier mouvement de sa surprise, Piacchi voulut repousser loin de lui le jeune malheureux, mais celui-ci, changeant tout à coup de couleur, tomba sans connaissance sur le terrain. Alors, la pitié l'emporta dans le cœur du vieillard. Il prit le jeune enfant dans sa voiture et l'emmena sans trop savoir ce qu'il en ferait. À la première station qu'il fit, il se concertait avec les gens de l'auberge sur la manière dont il pourrait s'en débarrasser. Lorsque, sur l'ordre de la police qui eut vent de cette affaire, il fut arrêté et ramené sous escorte avec son fils et Niccolò. Ainsi se nommait l'enfant malade, à Raguse. Toutes les représentations de Piacchi contre l'indignité de cette mesure ne servirent à rien. Arrivés à Raguse, ils furent tous les trois conduits à l'hospice, où, à la vérité, Piacchi demeura en bonne santé et Niccolò se guérit, mais où le jeune Paolo fut atteint du même mal dont il mourut après 3 jours. Les portes furent alors ouvertes, et Piacchi, après avoir fait ensevelir son enfant, obtint de la police la permission de voyager. Plein d'une douleur profonde, il montait déjà en voiture, versant un torrent de larmes sur la place vide à côté de lui que quelques jours auparavant occupait Paolo, lorsque Niccolò, le bonnet à la main, vint lui souhaiter un bon voyage. Piacchi, combattant alors son chagrin, lui demanda d'une voix entrecoupée de sanglots s'il ne voulait pas venir avec lui. L'enfant, après s'être fait répéter cette question qu'il ne comprenait pas d'abord, s'inclina et répondit « Oh oui, bien volontiers. » Piacchi demanda au directeur de l'hospice si l'on permettrait à cet enfant de le suivre. « C'est un enfant de Dieu, » lui répondit-il en souriant. « Personne ne le réclamera. » Piacchi le fit donc monter dans sa voiture et l'emmena à Rome, à la place de son fils. Arrivé hors des portes de la ville, il considéra pour la première fois avec attention le jeune enfant. Il était d'une beauté assez remarquable. Ses cheveux noirs tombant en boucles se jouaient sur son front et ombrageaient un visage sérieux, dont l'expression ne changeait point. Piacchi lui fit plusieurs questions auxquelles il répondit très brièvement. Silencieux et rentré en lui-même, il promenait des regards pensifs tout autour sur la campagne. De temps en temps, il tirait de sa poche une poignée de noix, et tandis que Piacchi, tout entier à sa douleur, essuyait les larmes qui inondaient ses yeux,
il les cassait entre ses dents avec une vivacité un peu sauvage. À Rome, Piaki, après avoir fait à Elvire le récit de ce qui était arrivé, le présenta à sa jeune épouse qui ne put retenir d'abondantes larmes en pensant à ce pauvre Paolo qu'elle avait tant aimé. Cependant, tout étranger qu'il fût, elle serra Niccolò contre son cœur, lui donna le lit où Paolo couchait, les habits qu'il avait portés. Piaki l'envoya à l'école où il apprit à lire, à écrire et à compter. Et cet enfant ayant gagné toute son affection, peu de temps après, il l'adopta comme son propre fils, avec l'approbation d'Elvire, qui ne pouvait pas espérer d'avoir des enfants du vieillard. Plus tard, il congédia un commis dont il avait à se plaindre, et ayant mis Niccolò à sa place dans son comptoir, il eut la satisfaction de voir qu'il saisissait et conduisait avec une intelligence remarquable toutes les nombreuses affaires dans lesquelles ses relations étendues l'avaient entraîné. Une seule chose déplaisait à Piaki, ennemi déclaré de toute bigoterie, c'était ses relations avec les moines carmélistes qui flattaient et caressaient le jeune homme dans l'espoir de participer un jour à la grande fortune que lui laisserait son père adoptif. Pour sa mère, elle ne lui reprochait qu'un penchant prématuré et violent pour le sexe féminin. Déjà à l'âge de 15 ans, il fut, grâce à ses moines, en proie à la séduction d'une certaine Xaviera Tartini, et quoique les vives représentations de ses parents l'eussent engagé à rompre cette liaison, Elvire eut plusieurs raisons de croire qu'il n'y avait point renoncé tout à fait. Cependant, Niccolò s'étant marié dans sa 20e année avec Constance Parquet, jeune et aimable génoise, qui était élevée à Rome sous ses yeux, le mal parut être coupé à sa racine. Les parents furent unanimes dans leur satisfaction, et pour lui en donner une preuve, ils lui remirent la majeure partie de la superbe et vaste maison qu'ils habitaient. Enfin, lorsque Piaki fut entré dans sa 60e année, il fit pour lui la dernière et la plus belle chose qu'il put faire. Il lui fit une donation de toute la fortune qui formait le fond de son commerce, à l'exception d'un petit capital qu'il se réserva, et il se retira des affaires pour jouir du repos avec sa fidèle et sage Elvire, qui formait peu de désirs et ne recherchait point le monde. Elvire avait dans le caractère une certaine teinte de mélancolie qui lui était toujours restée depuis un événement arrivé dans son enfance. Filippo Parquet, son père, teinturier en drap, qui jouissait d'une agréable aisance, habitait une maison située, comme l'exigeait sa fabrique, vers les bords escarpés de la mer. Dans une malheureuse nuit, le feu prit à la maison, et comme si elle eût été de bitume et de soufre, en un instant ce n'était plus qu'un volcan de flammes impétueuses. La jeune Elvire, alors âgée de 13 ans, poursuivie de tous côtés par cet élément destructeur, se sauva de chambre en chambre, d'escalier en escalier, et finit par arriver sans savoir comment sur l'une de ses poutres. La pauvre enfant, suspendue entre le ciel et la mer, ne savait absolument pas comment se sauver. Derrière elle, la maison embrasée dont les flammes poussées par le vent embrasaient déjà les poutres de leurs étreintes funestes, devant elle, la mer vaste, immense, effrayante. Se recommandant à tous les saints, et de 2 mots voulant choisir le moindre, elle était sur le point de se jeter dans les flots, lorsqu'un jeune Génois de race patricienne, paraissant auprès d'elle, jeta son manteau sur les poutres, la saisit entre ses bras, et se laissant glisser avec autant de force que d'adresse le long d'une des pièces de drap, l'entraîna dans la mer, d'où ils furent retirés par des gondoliers qui se trouvaient près de là. Et au milieu des acclamations du peuple, on les porta sur le rivage. Mais le jeune héros, en entrant dans la maison incendiée, avait reçu une grave blessure à la tête par la chute d'une pierre, et ne pouvant plus maîtriser la douleur, il tomba sans connaissance sur la terre. Le marquis, son père, le fit transporter dans son hôtel où les médecins les plus distingués furent appelés et lui administrèrent tous les secours de leur art, lui faisant plusieurs opérations difficiles et dangereuses. Mais tout fut inutile. Piaki,
qui était en relation d'affaires avec la maison de ce seigneur et avait fait chez lui la connaissance d'Elvire que 2 ans après il avait épousée, se gardait bien de le nommer devant elle, ou de rien rappeler qui eût rapport, car il savait combien était susceptible la délicatesse et la sensibilité de son cœur. La moindre circonstance qui eut rapport à l'époque où ce jeune homme se dévoua et mourut pour elle, lui faisait verser d'abondantes larmes, et rien absolument ne pouvait la consoler. On la laissait alors dans la solitude, parce que l'on avait éprouvé que c'était le seul moyen de calmer sa douleur. Personne autre que Piaki ne pouvait savoir la cause de cette singulière et subite altération, car jamais un mot ne sortait de sa bouche à ce sujet. Elle passait pour très nerveuse, et l'on attribuait cette tristesse à cette affection qui, disait-on, lui était demeurée depuis une fièvre violente dont elle avait été fort malade peu après son mariage. Un jour, Niccolò avait été au carnaval avec cette Xaviera Tartini, que son père lui avait fait promettre de ne jamais revoir, et sans que son épouse le sût, sous le prétexte d'être invité par un ami, il revint masqué dans le costume d'un cavalier génois, tandis que tout le monde reposait dans la maison. Piaki, s'étant subitement trouvé indisposé, Elvire, pour le soulager, s'était levée afin d'aller chercher un flacon dans la chambre à manger. Justement, tandis que montée sur une chaise, elle cherchait dans une armoire au milieu de plusieurs carafes, Niccolò ouvrit la porte, une lumière à la main, et traversa la salle muni de son chapeau à plumes, de son manteau et de son épée. Sans voir Elvire, il s'avança vers la porte qui conduisait à sa chambre à coucher et trouva avec quelque surprise qu'elle était fermée, lorsqu'Elvire, comme frappée d'un coup de foudre, tomba derrière lui sans vie sur le carreau, avec les verres et les flacons qu'elle portait. Niccolò, pâle d'effroi, se retourna et voulut se précipiter vers l'infortuné, mais le bruit qui avait fait sa chute ne pouvant manquer d'attirer le vieillard, il ne jugea pas à propos de s'offrir dans ce moment à sa vue, et pensa qu'il valait mieux fuir pour éviter toute question. Il lui arracha en toute hâte un trousseau de clés qu'elle portait avec elle, et en ayant trouvé une qui ouvrait sa porte, il rejeta le trousseau dans la salle et disparut. Bientôt après, lorsque Piaki, malgré l'indisposition qu'il ressentait, se fut levé, l'eut secouru et appelé tous les domestiques, Niccolò vint aussi, enveloppé dans sa robe de chambre, s'informer de ce qui était arrivé. Mais Elvire, hors d'elle-même, tremblante d'effroi, ne pouvait parler et nul autre qu'elle et lui ne pouvant donner le mot de cette énigme, toute cette affaire demeura dans le mystère le plus profond. On transporta Elvire dans son lit, où elle demeura plusieurs jours tourmentée d'une fièvre violente. La force de son tempérament l'emporta cependant, et il ne lui resta de cet accident qu'une dose un peu plus forte de mélancolie. Une année s'écoula ainsi. Constance, la femme de Niccolò, accoucha, mais elle et l'enfant qu'elle mit au monde moururent. Cet événement, désastreux en lui-même, l'était doublement en ce qu'il donnait libre carrière aux 2 passions de Niccolò, à sa bigoterie et à son penchant pour les femmes. Sous prétexte de chercher des consolations, il passait des journées entières dans le couvent des Carmélites, et l'on savait bien que même durant la vie de sa femme, il l'avait peu aimée. Constance n'était pas encore enterrée qu'Elvire, entrant le soir dans la chambre de Niccolò pour lui parler des préparatifs de la cérémonie funèbre, y trouva une jeune fille qu'elle reconnut pour la servante de Xaviera Tartini. À cette vue, elle ferma les yeux et se retira sans rien dire. Piaki, ni personne au monde n'en sut rien. Elvire se rendit seulement auprès du corps de Constance, qui avait tant aimé Niccolò, et s'agenouillant, elle pleura. Par hasard, Piaki, rentrant dans sa maison, rencontra la jeune fille et devina aussitôt ce qu'elle venait y faire. Moitié par ruse, moitié par force, il obtint d'elle la lettre qu'elle portait.
Il se rendit dans sa chambre pour la lire et y trouva la demande d'un rendez-vous après lequel soupirait Niccolò, qui désirait que Xaviera Tartini lui en indiquât le lieu et l'heure. Piacchi s'assit et répondit avec une écriture contrefaite au nom de Xaviera. Cette nuit même, dans l'église de la Madeleine. Il la cacheta avec un sceau étranger et la fit porter à Niccolò comme venant d'une dame étrangère. La ruse réussit complètement. Niccolò prit aussitôt son manteau et, oubliant Constance étendue, il sortit de la maison. Piacchi, profondément indigné, fixa au lendemain la cérémonie des funérailles et, faisant emporter le corps, accompagné seulement d'Elvire et de quelques parents, il le fit conduire en silence et au milieu des ténèbres dans l'église de la Madeleine, qui était prête pour le recevoir. Niccolò, enveloppé de son manteau, était sous les voûtes de l'église et, à son grand étonnement, il vit avancer un convoi dont il connaissait les figures. S'approchant du vieillard qui suivait le cercueil, il lui demanda ce que cela signifiait, qui l'on emportait ainsi. Mais celui-ci, un livre de prière à la main et sans lever la tête, répondit seulement « Xaviera Tartini ». Puis, comme si Niccolò n'eût pas été présent, le cercueil fut déposé encore une fois découvert, béni par tous les assistants, et tout disparut dans l'obscurité. Cette rencontre, qui était pour lui un sujet de honte, éveilla dans le sein de ce malheureux une vive haine contre Elvire, car il croyait d'avoir à elle seule l'affront que le vieillard venait de lui faire en public. Durant plusieurs jours, Piacchi ne lui adressa pas une seule fois la parole, mais Niccolò, ayant encore besoin de sa bonté et de sa générosité pour régler la succession de Constance, il se jeta un soir aux pieds du vieillard, saisit sa main, et d'un air contrit et repentant, lui jura qu'il renonçait pour toujours à Xaviera. Mais il n'avait pas intention de tenir cette promesse. Au contraire, l'opposition qu'on lui montrait ne faisait qu'augmenter son penchant et lui apprenait à circonvenir l'attention du vieillard. Jamais Elvire ne lui avait paru plus belle que dans le moment où, ouvrant la porte de sa chambre et y trouvant la jeune fille, elle l'avait subitement refermée. Le mécontentement qui s'exprima par une légère rougeur répandue sur ses joues avait jeté un attrait infini sur sa physionomie douce et rarement affectée. Il lui semblait incroyable qu'avec tant d'attrait, elle n'eût pas la fantaisie de parcourir ce sentier dont elle lui avait écrasé les fleurs d'une manière si cruelle. Il brûlait du désir, dans le cas où il en serait ainsi, de faire au vieillard le même affront qu'elle lui avait fait à lui-même, et il ne chercha plus que l'occasion de mettre ce projet en œuvre. Un jour, tandis que Piacchi était hors de la maison, il se rendit à la chambre d'Elvire et entendit à sa grande surprise qu'on y parlait. Il appliqua aussitôt ses yeux contre la serrure pour chercher à voir ce qui se passait dans la chambre. Dieu du ciel, que vit-il ? Elvire comme en extase au pied de quelqu'un qu'il ne pouvait voir, et il entendit prononcer avec amour le nom de Colino. Il courut aussitôt, sans trahir son dessein, se mettre à la fenêtre du corridor d'où il pouvait surveiller l'issue de la chambre. Déjà, au bruit de la serrure qui s'ouvrit doucement, il crut que tout allait s'éclaircir, lorsqu'au lieu de l'inconnu qu'il s'attendait à voir, Elvire elle-même, seule, la figure calme et sereine, sortit de la chambre en jetant sur lui un doux regard. Elle portait un paquet de linge sous le bras, et après avoir fermé sa chambre à clé, elle descendit tranquillement la rampe. Ce calme, cette apparente indifférence, lui parut le comble de la ruse et de la dissimulation. À peine fut-elle partie, que courant chercher quelques clés, il ouvrit secrètement la porte de cette chambre, après avoir jeté des regards scrutateurs de tous les côtés. Mais quel fut son étonnement lorsqu'il trouva la chambre vide, et après en avoir vainement parcouru tous les coins, il ne put absolument rien découvrir qui eût l'apparence d'un homme, sauf l'image
d'un jeune chevalier de grandeur naturelle qui se trouvait dans une niche recouverte d'un rideau de soie et éclairée d'une singulière manière. Niccolò eut peur, sans savoir seulement pourquoi, et les regards fixes de ce portrait soulevèrent 1000 sentiments dans son cœur. Mais avant de s'être remis de cette première crainte, il fut saisi de celle de voir revenir Elvire et d'être surpris par elle. Il referma la porte, non sans quelque trouble, et s'éloigna. Plus il songeait à cette singulière circonstance, plus l'image qu'il avait découverte était présente à son esprit, et plus il se sentait brûlé du désir de connaître l'explication de ce mystère, car il l'avait vue se jeter à genoux, et sans nul doute, c'était devant cette image peinte sur la toile. Dans le trouble qui agitait son esprit, il alla à Xaviera Tartini et lui raconta les singulières circonstances qu'il avait découvertes. Celle-ci, qui était d'accord avec lui pour perdre Elvire, exprima le désir de voir le portrait qui était dans cette chambre, car elle pouvait se vanter de connaître tous les gentilshommes d'Italie, et à moins que celui-là ne fût venu qu'une fois à Rome et n'y eût fait que peu de figure, elle espérait pouvoir le reconnaître. Quelques jours après, Piacchi et Elvire partirent pour aller à la campagne visiter un parent. À peine Niccolò sut-il cela qu'il courut auprès de Xaviera et l'amenant avec une petite fille qu'elle avait eue de l'évêque, elle l'introduisit dans la chambre d'Elvire comme une dame étrangère qui désirait voir des tableaux. Mais quelle fut la stupéfaction de Niccolò lorsque la petite Clara, ainsi se nommait cet enfant, au moment où il soulevait le rideau, s'écria: « Dieu, mon père, Signor Niccolò, qui est-ce sinon vous-même » Xaviera garda un morne silence. En effet, plus elle regardait le portrait, plus elle lui trouvait une forte ressemblance avec lui, surtout lorsqu'elle se le rappelait dans le costume de chevalier que quelques mois auparavant il avait mis pour aller au carnaval avec elle. Niccolò chercha à dissimuler une vive rougeur qui couvrit ses joues. « En vérité, ma bonne petite Clara, dit-il en embrassant la jeune fille, il me ressemble autant que toi à celui qui se croit ton père. » Mais Xaviera, dont la jalousie venait d'être tout à coup fortement excitée, dit en se regardant dans la glace: « Peu importe qui que ce soit. » Puis, saluant froidement Niccolò, elle se retira. Lorsque Xaviera fut parti, Niccolò tomba dans la plus vive agitation. Il se rappelait avec une grande joie la singulière et vive impression que son apparition fantastique avait produite sur Elvire. La pensée d'avoir excité l'amour d'une femme citée comme exemple de vertu ne lui souriait pas moins que le désir de se venger d'elle. Et entrevoyant la perspective de satisfaire en même temps ces deux passions, qui toutes deux le tourmentaient, il attendit avec impatience le retour d'Elvire et le moment où un regard d'elle viendrait mettre le comble à sa conviction encore mal affermie. Une seule chose semblait ne pas s'accorder avec le reste de ses illusions, c'était le nom de Colino qui lui avait entendu prononcer lorsqu'il la vit à genoux devant le portrait. Ce nom était étranger, mais malgré cela son cœur était bercé de douces illusions qui flattaient ses désirs. Cependant, Elvire revint de la campagne quelques jours après et ramena avec elle une jeune parente qui désirait voir Rome. En descendant de voiture, elle jeta à peine un regard fugitif sur Niccolò qui tenait la portière. Quelques semaines furent sacrifiées à la jeune convive, durant lesquelles un mouvement inaccoutumé régna dans la maison. On fit et reçut des visites, on alla voir tout ce qu'une jeune femme vive et charmante comme elle avait la curiosité de connaître. Niccolò, tout occupé de ses affaires, n'étant pas invité dans cette petite réunion, sentit bientôt renaître son indisposition contre Elvire. Il se remit à penser, avec colère et dépit, à l'inconnu dont elle adorait en secret l'image, et ce sentiment
le maîtrisa surtout un soir après le départ tant désiré de la jeune étrangère, qu'Elvire demeura près de lui sans ouvrir la bouche ni lever les yeux de dessus son travail. Quelques jours auparavant, le vieux Piaki avait eu l'intention de donner à un petit enfant du voisinage une boîte de lettres avec lesquelles Niccolò avait autrefois appris à lire. La servante, chargée d'aller chercher cette boîte parmi d'autres vieux objets entassés dans une armoire, ne put retrouver que les 6 lettres qui formaient le nom de Niccolò. Ces lettres étaient depuis lors restées sur la table. Niccolò, enfoncé dans ses sombres pensées, jouait avec elles sans trop savoir ce qu'il faisait, et tandis qu'il les arrangeait et les dérangeait en tous sens, il trouva tout à coup, avec l'étonnement le plus extraordinaire, que ces mêmes lettres faisaient aussi Colino. Niccolò, à qui cette propriété logographique de son nom était inconnue, se vit de nouveau en proie à l'espoir le plus vif et jeta sur Elvire un regard perçant. L'accord de ces 2 noms lui parut être plus qu'un simple jeu du hasard. Il se réjouit de cette belle découverte et s'éloignant de la table, il laissa les lettres ainsi arrangées, espérant qu'Elvire les apercevrait en se levant. Mais son attente ne fut pas longue. Elvire, ayant tourné par hasard ses yeux de ce côté-là, vit les lettres et aussitôt vivement émue, elle s'approcha pour les lire, puis jeta un regard sur Niccolò qui affecta la plus profonde indifférence. Alors, baissant de nouveau la tête sur son ouvrage, avec un trouble qu'on ne saurait décrire, et croyant que personne ne la regardait, elle laissa couler des larmes sur son sein, tandis qu'une douce rougeur couvrait ses joues. Niccolò, qui sans qu'elle le vît observer tous ses mouvements intérieurs, fut persuadé que cet arrangement des lettres ne signifiait autre chose que son propre nom. Il la vit de nouveau mêler les lettres, et toutes ses espérances furent au comble quand elle se leva, et jetant de côté son ouvrage, se retira dans sa chambre à coucher. Il était sur le point de se lever pour la suivre, lorsque Piaki entra en demandant où était Elvire. « Elle n'est pas bien, » répondit une femme de chambre. « Elle vient de se mettre au lit. » Piaki, sans montrer beaucoup de surprise, sortit pour voir ce qu'elle avait, et comme un quart d'heure après il rentra en disant qu'elle ne paraîtrait pas au souper, Niccolò pensa avoir trouvé le mot de toute l'énigme qu'il avait découverte. Le lendemain matin, tandis que dans sa joie il était occupé à chercher le moyen d'utiliser sa découverte, il reçut une lettre de Xaviera, qui le priait instamment de venir auprès d'elle, ayant quelque chose d'important à lui communiquer au sujet d'Elvire. Par le moyen de l'évêque qui l'entretenait, Xaviera était en relation intime avec les carmélites, et Elvire, allant à ce couvent pour se confesser, il ne douta pas qu'il n'eût été possible à Xaviera de découvrir, sur l'histoire de ses sentiments secrets, quelques nouvelles favorables à ses impétueux désirs. Mais quel fut son désappointement quand, après la réception la plus amicale, Xaviera, le faisant asseoir auprès d'elle, lui apprit que l'objet de l'amour d'Elvire était déjà dans le tombeau depuis 12 années. Aloïs, marquis de Montferrat, à qui un oncle auprès duquel il avait été élevé à Paris avait donné le surnom de Colin, changé plus tard en Italie en celui de Colino, était l'original du portrait suspendu dans la niche de la chambre d'Elvire. C'était le chevalier génois qui l'avait sauvé de l'incendie et était mort de ses blessures. Elle ajouta qu'elle le priait de ne faire aucun usage de ce mystère qui lui avait été confié dans le couvent sous le sceau du plus profond secret. Niccolò, tandis que ses joues changeaient de couleur, lui assura qu'elle n'avait rien à craindre, et tout à fait incapable, dans l'état où il était, de cacher son trouble au regard scrutateur de Xaviera, il s'excusa sous le prétexte d'avoir des affaires importantes à régler qui réclamaient sa présence. Puis il sortit. La honte, le désir et la vengeance s'unirent alors pour accomplir le forfait déjà résolu.
Il sentait bien que l'âme pure d'Elvire ne pouvait être séduite que par un mensonge. Et Piaki, lui ayant laissé le champ libre en allant passer quelques jours à la campagne, il se prépara à exécuter son plan infernal. Il se procura tout le déguisement qu'il avait porté au carnaval, l'habit de chevalier, le manteau, le collet, le chapeau à plumes, en ayant soin de les disposer exactement comme dans le tableau. Puis se rendant à la chambre d'Elvire en son absence, il couvrit le portrait d'un voile noir et se mit au devant dans la même attitude. Il ne s'était pas trompé dans ses calculs. Elvire entra bientôt, et après s'être débarrassée d'une grande partie de ses vêtements, elle vient tirer les rideaux de la niche et, l'apercevant, s'écria « Oh, Colino !» puis tomba sans connaissance sur le parquet. Mais Némésis, qui suit toujours le crime pas à pas, voulut que Piaki, que le malheureux croyait encore absent pour quelques jours, rentra justement à cette heure dans sa maison. Croyant Elvire endormie, il traversait doucement le corridor, et ayant toujours dans sa poche une clé, il entra subitement dans la chambre sans qu'aucun bruit trahît son approche. Niccolò fut comme frappé de la foudre. Son infamie ne pouvant être excusée d'aucune manière, il se jeta aux pieds du vieillard et le supplia de lui accorder son pardon. Dans le fait, le vieillard était aussi porté à tenir la chose secrète, sans pouvoir proférer une parole, car quelques mots prononcés par Elvire, qui s'était réveillée entre ses bras en jetant un regard terrible sur Niccolò, l'avaient rendu muet. Il saisit un pistolet suspendu à la muraille, ouvrit la porte et montra à Niccolò le chemin qu'il devait suivre. Mais celui-ci, tartuffe consommé, ne vit pas plutôt la tournure que prenaient les choses qu'il se releva et déclara que c'était au vieillard de quitter la maison qui lui appartenait, comme le prouvaient des documents irrécusables, et qu'il était prêt à faire valoir contre qui que ce fût. Piaki ne pouvait en croire ses sens. Comme désarmé par cette lâche perfidie, il posa le pistolet, prit son chapeau et sa canne, et se rendit sur le champ auprès de son ancien ami, le docteur Valerio. Le docteur réussit à faire interner Niccolò à vie, et le couple vécut depuis lors des jours heureux et paisibles, et leur amour ne cessa jamais. Bonne nuit. Bonne nuit.